Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP dans le numéro 107 de Famille, Justice, Enfance avec aujourd'hui la seconde partie de l'interview avec Sophie de Mijola dans une série de 3 émissions consacrées à cet entretien. Nous verrons aujourd'hui, dans les 2 thèmes abordés, nous parlerons toujours de la difficulté du père contemporain pour rentrer dans le monde de la famille et de la gestion de la petite enfance avec l'agrément de l'institution et nous monterons ensuite d'un cran et nous commencerons à parler d'aliénation parentale et de la valeur de la parole de l'enfant en bas âge ou en âge intermédiaire dans les conflits familiaux. Nous aurons également en fin d'émission une chanson de la semaine. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous dire que je viens d'enregistrer une interview avec Virgile Garot que je vous présenterai dans 2 semaines avec son titre « La prochaine audience » que nous avons écouté la semaine dernière ainsi que ses nouveautés et son dernier single. Mais tout d'abord, les actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Actualité, nous allons parler aujourd'hui de l'affaire Alain Schmitt. Alain Schmitt qui était le manager, l'entraîneur de la judokate Margot Pino. Donc l'affaire est relativement récente, je suis devant un article du journal Marianne en date du 14 juin 2022. Pour rappel, Madame Margot Pino a accusé Alain Schmitt de l'avoir frappé dans la nuit du 27 au 28 novembre 2021. C'était donc son compagnon à l'époque et il fait donc face à une plainte pour violence conjugale. Bien que relaxé, Alain Schmitt a été livré à la vindicte de tous, attaqué par ses anciens coéquipiers judokas, les réseaux sociaux, les médias et même dans le monde politique. Pour rappel, 2 ministres en exercice, Elisabeth Moreno et Roxana Maracineanu, n'hésitez pas à évoquer la vraie victime Margot Pino. Nous avons également 2 candidats à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, ce dernier qui a tweeté avec subtilité, une information révoltante, comparution immédiate et relax pour le violent, que fallait-il de plus qu'elle meure ? Bah oui, parce que il se trouve que Alain Schmitt a été relaxé par le tribunal. Alors Teddy Riner aussi, lui, y était allé de sa petite tribune et avait déclaré que faut-il faire pour que les victimes soient entendues, que les agresseurs soient reconnus coupables. Alors, en avril 2022, sur appel du parquet, la Cour d'appel de Paris a entendu à nouveau Alain Schmitt et Margot Pino. C'était donc l'appel en 2e instance, avec Alain Schmitt qui avait déjà été relaxé en première instance. Et il a été établi qu'effectivement, Madame avait bel et bien menti en déposant sa plainte. Nous avons donc un mensonge d'accusation de violence qui est prouvé et qui est établi. Eh bien, il y a dorénavant un silence assourdissant. Il n'y a plus de Mélenchon, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de médias pour critiquer une manœuvre qui servait uniquement à faire du mal et à faire état de vengeance. Alors, notre pensée aujourd'hui va vers ce monsieur, Alain Schmitt, qui vient de passer 7 mois de nuit sans sommeil, une réputation écornée pour toujours, des pertes financières colossales, parce que ça a dû lui coûter bonbon en avocat quand même tout ça. Il a perdu son boulot quand même, et je crois qu'il ne lui reste plus qu'à déménager ou à quitter, de changer de pays, mais j'espère qu'il s'en remettra, le petit, voilà. Mais ça, c'est la France, c'est 2021, et ça se passe encore comme ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, vous tenez un discours de raison, que nous sommes extrêmement ravis d'entendre, parce qu'il est effectivement basé sur l'égalité et sur l'intérêt de l'enfant. Maintenant, comment se fait-il que ce discours de raison se soit aussi peu propagé dans les institutions ? Je veux dire par là que nous, on a des statistiques, on sait qu'on a du mal à avoir des stats du ministère de la Justice et autres, on en a quand même quelques-unes, date de 2012. En cas de désaccord sur les droits de garde, le père a la garde uniquement 8% des cas. C'est-à-dire que, comme ça comprend les adolescents et les mamans qui effectivement sont dysfonctionnelles, on ne lui donne quasiment jamais s'ils ne s'entendent pas. Nous avons des durées d'audience au tribunal familial dans les divorces. D'ailleurs, on pourra peut-être réfléchir à cette symbolique qui consiste à envoyer les gens qui se séparent dans un tribunal, qui est un lieu de punition, quelque part, quand même. Mais bon, nous sommes à 11 minutes, 13 minutes de temps moyen pour regarder à qui on donne les enfants. Et de manière générale, notre société, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, crée de manière quasiment
unique des familles monoparentales féminines avec des pères éloignés qui sont payeurs de pensions alimentaires. Alors comment se fait-il que la réalité de la société, que les institutions génèrent autant de dysfonctionnements et qu'elles soient aussi éloignées de votre discours qui, lui, nous semble raisonnable? Écoutez, alors là, encore une fois, je suis très, très mal à l'aise pour vous répondre, parce que ça ne peut être qu'au cas par cas. Oui, sauf que les individualités, quand la somme des cas par cas atteint plus de 90%, ça devient un phénomène de masse. Tout à fait. Tout à fait. Sur votre remarque à propos du tribunal, je pense en effet que c'est le JAF, hein, c'est le juge aux affaires familiales. C'est en même temps peut-être, si l'enfant pose des questions, une possibilité de lui expliquer ce que c'est qu'un juge, c'est-à-dire justement celui qui sait ce qui est juste. Autrement dit, c'est pas simplement ce que veut papa ou ce que veut maman, c'est ce qui est juste. Ça, donc, c'est la théorie encore, ça. Oui, mais c'est la théorie, mais enfin c'est quand même quelque chose qui, je dirais, qui est présent même dans l'énoncé même du mot. Alors, pourquoi est-ce que les juges aux affaires familiales donneraient davantage la garde, si j'ai bien compris, statistiquement, aux mères qu'aux pères? Dans les cas de désaccord, hein, on se place ici lorsque ça se passe mal. Quand ça se passe bien, il est évident que tout va bien. Mais nous avons une problématique, nous, dans les situations où ça se passe mal. C'est là qu'il faut s'occuper. Pouvez-vous me dire ce qui est reproché à ce moment-là au père? Il n'y a pas de reproche quel qu'il soit, si vous voulez. C'est de manière générale, pour avoir animé les permanences un certain nombre de fois, d'avoir étudié beaucoup de dossiers, de manière générale, si vous voulez, le plus souvent, ce que la mère dit est systématiquement repris sans être vérifié, et ce que le père dit est régulièrement réduit à du dénigrement. Voilà. Donc on pénalise en fait ceux qui font les situations conflictuelles. Alors il y a des cas où effectivement les mères, c'est aussi insupportable d'ailleurs, hein. C'est moins fréquent, mais c'est aussi insupportable. Il y a des cas aussi où les mères, dans ces cas-là, n'ont pas accès à leurs enfants. Et puis nous avons un second système qui se greffe là-dessus, qui sont les placements. Aujourd'hui, nous avons interviewé plusieurs avocats, plusieurs intervenants. Nous avons 60% des placements en France qui sont causés par un conflit parental. Donc quand les parents commencent effectivement à se fâcher, à se disputer, la justice va encourager la dispute, en fait, via des avocats, via des procédures, via des longueurs de temps et autres, va prendre des mesures de précaution. Donc vu qu'ils se disputent, qu'on n'est pas tellement sûr, on va garder nos habitudes. Et puis quand ils se disputent trop, on va leur prendre les enfants pour les mettre ailleurs parce que c'est dangereux pour l'enfant. Et là, on est très très éloigné de ce qu'on a dit en première partie d'émission. Là, hein. Oui. Là encore, je suis très mal à l'aise de ne pas avoir, si vous voulez, des cas précis. Prenons le cas d'un mari et d'un père violent, ou l'inverse. Hein. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, on a fait un décret, l'accusation de violence prend le pas sur la réalité, si vous voulez. Et puis, autant il y a quelques années, à l'époque d'Outreau, nous, on avait été confrontés à beaucoup d'accusations d'agressions sexuelles. Aujourd'hui, avec le gouvernement qu'on a eu ces dernières années, 3 dossiers sur 5, ce sont des accusations de violence tout court, si vous voulez. Parce que mais je vous dis, il n'y a pas besoin d'être violent pour être accusé de violence. Il n'y a pas besoin d'être dysfonctionnant pour ne pas avoir l'accès à ses enfants. Alors ça, ce sont des symptômes, si vous voulez. En prenant de la hauteur, on se demande pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'être impliqué dans l'éducation de nos enfants sans être mis à distance uniquement par la voix de la génitrice. C'est tout à fait intolérable, effectivement. Je ne pense pas que la mère ait davantage voix au chapitre, si je puis dire, que le père. Mais bon, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, il n'y a pas d'enquête qui, par exemple, ferait intervenir soit des voisins, soit d'autres membres de la famille. Non, les gens ont une conception idéalisée de tout cela. Les gens pensent qu'il faut appeler le 911, qu'il y aura des enquêtes et autres, mais on a des placements qui sont générés après les entretiens de 20 minutes. Quand on dit qu'on veut faire des enquêtes, c'est une façon de rester comme on est, parce que on va dire, écoutez, on va chercher à comprendre, on lance l'enquête, et puis l'enquête, en fait, il y a 3 types d'enquêtes. Il y a la psychologique, la psychiatrique et l'enquête sociale. L'enquête psychiatrique, si vous voulez, au psychanalyste, c'est 4 ou 5 mois plus tard, quelqu'un va vous recevoir durant 1 heure,
peut-être 2 fois dans le cas des psychologues, et puis 6 à 8 mois plus tard, un rapport sera rendu, et donc un an et demi plus tard, une deuxième audience aura lieu. Et ça, si vous voulez, c'est pas dans le rythme de l'enfant, c'est pas assez poussé. On sait que les experts sont payés 250 € l'expertise, donc forcément, ils ont pas forcément, bon, ils les font un peu à la chaîne, hein. Il y a eu des scandales un peu partout de copier-coller et autres. Donc non, ça marche mal. Il n'y a pas une présence extrêmement experte, extrêmement compétente, qui va aller regarder de manière extrêmement précise dans chaque cas particulier ce qui se passe. Ça n'existe pas aujourd'hui chez nous. Alors, je peux que vous dire que c'est très regrettable. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait possible et réalisable. Et je pense que, moi, les cas que je vois alors dans mon cabinet, donc de parents séparés et qui peuvent effectivement se poser des questions concernant la garde, ne sont pas de cette nature. Oui, parce que c'est un acte volontaire, ils viennent vous voir. Ce n'est pas l'institution qui prend une décision à leur place. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et donc, là, il y a en revanche des cas où effectivement la mise à distance de l'un des parents est nécessaire parce que c'est un parent violent. Je pense en particulier au cas d'une mère violente à qui du coup le droit de garde a été carrément retiré. Mais je dirais là, c'était sur la parole de l'enfant. C'est pas sur la parole du père ou de qui que ce soit d'autre. Et quant à d'autres cas, la suspicion, si vous voulez, la suspicion vous évoquiez Outreau tout à l'heure, la suspicion de séduction sexuelle par rapport de la part de l'un des parents est souvent très difficile à établir. Il reste que ce sont des choses qui existent, et vis-à-vis desquels, en effet, il faut être très très vigilant. Outreau nous a appris aussi quelque chose, c'est que la parole de l'enfant n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, nous avons, nous aussi, donc on a parlé dans cette première partie de la problématique, effectivement, de la demande croissante des pères de rentrer dans la petite enfance. C'est une demande que vous comprenez parfaitement, que vous expliquez parfaitement dans votre discours, votre raisonnement. Donc, effectivement, là, nous sommes raccords sur ça. Nous avons, éventuellement un problème. Alors là, c'est parfait parce que c'est une étude de cas dont on a parlé ces dernières semaines assez régulièrement. Que pensez-vous, vous, de l'aliénation parentale, du SAP, qui est défendu par le docteur Bensoussan en France, qui est l'expert français sur ce syndrome SAP, aliénation parentale. On en parle aussi beaucoup au Canada et au Québec. Il est pourtant extrêmement décrié par beaucoup d'universitaires et beaucoup de spécialistes qui disent que ça n'existe pas. Nous sommes obligés, après avoir interviewé des juges et puis avoir regardé beaucoup de parents, qu'un enfant, parfois, peut dire des choses contre l'un de ses parents qui ne sont pas vrai. Comment est-ce que cela peut se produire et comment on fait dans ces cas-là ? C'est très difficile. Oui, c'est vrai que ça peut en effet exister. L'enfant, surtout en effet dans des conditions de conflit, peut devenir extrêmement manipulateur. Et donc, il n'est pas facile d'arriver à déceler s'il dit vrai ou non. Mais là, je dirais, c'est un peu pareil d'une manière générale avec l'enfant. L'enfant peut mentir pour se protéger, ou il peut mentir parce qu'il peut y trouver un avantage, ou il peut mentir parce qu'il a peur. Enfin, je veux dire, c'est à la limite presque normal, c'est au programme. Là où c'est difficile, c'est à partir du moment où ça va avoir une incidence sur son équilibre, c'est-à-dire casser précisément cette fameuse triangulation que j'évoquais tout à l'heure. Et là, je crois que la question qui est à poser à l'enfant, c'est de lui demander s'il se rend bien compte de l'implication, enfin ça dépend de l'âge qu'il a évidemment, de l'implication, des implications que peuvent avoir ces accusations, par exemple. Ça, on le voit arriver au niveau de l'âge intermédiaire. Quand il sort effectivement de son monde de fées, qui devient acteur de son environnement, c'est pas encore un ou une adolescent, donc ça commence à arriver vers 9-10 ans en fait. La plupart de ces cas-là, c'est entre 9 et 13 et 14 ans. Oui, tout à fait.
tout à fait, parce que ce sont des moments où l'enfant peut, en fonction de son complexe d'Édipe, positif ou négatif, de son identification éventuellement à l'un des deux parents et donc au conflit qui peut exister, être amené à dire des choses qui ne sont pas exactes. Donc je crois que ce qui est important quand même, alors pouvoir dialoguer avec l'enfant et de lui montrer en quoi il peut avoir besoin d'avoir non pas un parent, mais deux. Je crois que c'est cette question de la triangulation édipienne qu'il faut arriver à la fois à maintenir vraiment comme une sorte de dogme, mais aussi à montrer à l'enfant les risques et finalement l'appauvrissement de sa vie s'il perd un des deux parents dans cette affaire. Alors comment se fait-il que l'institution protège aussi peu cette triangulation ? Ben écoutez, j'ai envie de dire, vous me l'apprenez, vous le savez, je ne sais, j'aurais rien à dire là-dessus. Je ne vois pas, en effet, qu'il y ait, bon, surtout aujourd'hui où les pères, vous l'avez dit, sont beaucoup plus impliqués qu'ils ne l'étaient, mais même ils l'étaient aussi, auparavant, ils l'étaient différemment, mais ils l'étaient tout autant. Oui, en fonction de leur capacité, de leur temps libre, de ce que la société leur demandait, quelque part. En fonction de ce que la société leur demandait, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours un petit peu parents de la même manière qu'on a eu ses propres parents, soit de la même manière, soit d'une manière opposée, parce qu'on pense ou on veut faire mieux aussi. Il reste que là, si vous voulez, il y a eu une modification qui n'a pas été le choix des hommes ou des femmes. La modification a été une conséquence de l'entrée des femmes dans le monde du travail, dans le fait qu'elles elles font les mêmes études et qu'elles ont ensuite, ou à peu près, les mêmes responsabilités professionnelles. Oui, donc il y a une translation qui s'effectue, il y a un espèce de rééquilibrage. Voilà. Qui dit translation dit friction quelque part, ça peut expliquer cela. Friction ou au contraire partage. C'est-à-dire que je crois que si l'un des deux conjoints, que ce soit le père ou la mère, est obligé de rester travailler, comme ça arrive parfois jusqu'à 22 heures, il est bien évident que l'autre va prendre en charge l'enfant, aller le chercher à l'école, donner le bain, le nez, etc. Oui, mais nous créons des familles monoparentales féminines. C'est notre modèle de société occidentale, français, depuis 30, 40 ans. C'est comme ça qu'on fait. Je veux dire, on regarde les statistiques, le nombre de femmes seules qui élèvent leurs enfants. Nous créons ces familles-là dans les mois de séparation. C'est systémique. Alors, ça serait intéressant de savoir s'il n'y a pas une espèce de rémanence, du coup, de quelque chose d'ancien, c'est-à-dire l'enfant, c'est d'abord la possession de la mère, qui fait que le père va finalement aussi peut-être se laisser effacer parce qu'il peut se sentir coupable justement de ne pas avoir joué ce rôle que j'évoquais au début. Il y a également des pères qui prennent la fuite quand ils deviennent pères. Absolument, il y a des gens qui n'assument pas, il y a des gens qui se comportent mal, ça c'est évident qu'ils existent, c'est très clair. Oui. Oui. Donc, ça ne doit pas effacer la demande des autres en fait. Absolument. Et je crois que c'est pour ça qu'on peut, si vous voulez, on peut pas donner de généralité. On peut en effet avoir, j'appelais ça un dogme tout à l'heure, c'est pas loin d'être ça effectivement. Ils ont une ligne de conduite qui n'est pas arbitraire, une ligne de conduite qui repose en effet sur une perspective psychologique, psychanalytique, etc., qui dit que l'enfant a besoin de cette triangulation édipienne pour se former, qu'il soit garçon ou qu'il soit fille, et puis à partir de là, voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Voir pourquoi, par exemple, le père va... je pense à des cas de pères qui vont préférer, par exemple, la fille à sa mère, et le montrer et le dire, et donc engendrer de la part de la mère une agressivité à l'égard de la fille. Ouais, elle va se retrouver en concurrence, et c'est pas forcément très sain, d'accord. Ouais. Voilà. De la même manière, le cas de la mère qui cherche à écarter le père du couple qu'elle va former, en particulier avec son fils. Le père devient dévalorisé. Si vous voulez, ce sont des cas d'espèce
Ce sont des cas d'espèce qui sont parfois très dramatiques parce qu'on en comprend bien les causes, qui remontent directement à la manière dont le parent lui-même a été pris en charge par ses propres parents. Et il n'y a pas d'autres possibilités, en effet, enfin moi je n'en connais pas d'autres, que des prises en charge de couple, des prises en charge familiales, qui vont permettre de dire que non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça et c'est pas vrai qu'un père peut remplacer une mère et vice-versa. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. C'est Claude Pierrard qui va l'interpréter. Il n'est pas tout seul, vous vous en doutez, entouré d'enfants. Claude Pierrard dans l'Académie des Neufs. Dis pourquoi les enfants demandent toujours pourquoi. Mais c'est parce que vous avez les yeux et le cœur grand comme ça. Dis quand on sera grand comme toi, tu crois qu'on saura. Moi, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Dis pourquoi les étoiles s'allument que la nuit nous on dort. C'est dommage, dis pourquoi le soleil qui se couche dans la mer n'est jamais mouillé le matin quand il se lève. Dis pourquoi il y a des enfants de toutes les couleurs. C'est pour que la vie soit jolie, comme un sac de confettis. Dis pourquoi on n'a pas le droit de faire tout ce que vous faites. Tu sais, c'est parce que nous les grands, on fait trop de bêtises. Dis pourquoi il y a la guerre dans plein de pays. Pourquoi le bon Dieu ne dit rien dit. Pourquoi nous on chante, pourquoi nous on rit. Quand pas loin d'ici, les enfants meurent de faim. Dis pourquoi les enfants demandent toujours pourquoi. C'est parce que vous avez les yeux et le cœur grand comme ça. Dis quand on sera grand comme toi, tu crois qu'on saura. Mais moi, encore aujourd'hui, je me demande pourquoi. Dis pourquoi les oiseaux ils savent voler et pourquoi pas nous. Ça c'est bête. Dis pourquoi les bébés naissent plus comme avant au bout d'un jardin dans les roses et les choux. Dis pourquoi il y a des larmes dans les yeux des vieux même quand tu rigoles. C'est bizarre. Dis pourquoi c'est jamais dans toutes les histoires que l'on nous raconte l'agneau qui mange le loup. Dis pourquoi les étoiles s'allument que la nuit nous on dort. C'est dommage. Dis pourquoi le soleil qui se couche dans la mer n'est jamais mouillé. Dis pourquoi, dis pourquoi. Dis pourquoi. Pourquoi? Merci Claude Pierrard. Dis pourquoi? Parce que... RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.